chers geeks, mes chères geekettes, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi si printanier. Et oui, c'était le printemps ce week-end, et donc forcément, comme c'est le printemps, on aura le reportage, ce sera Stormrise, le temps perdu du Corbin, le rétro et magique, et tout de suite on retrouve des news printanières. Yeah. Développé par Cyanide, studio auquel nous avons récemment été rendre une petite visite, Dungeon Party est passé en bêta ouverte mi-mars. Pour rappel, ce jeu d'action jouable en équipe proposera à 10 joueurs au maximum de s'affronter pour la conquête d'un trésor. Accessible gratuitement avec la possibilité d'acheter des customisations pour ses personnages et d'autres éléments, Dungeon Party est un hack and slash tactique construit pour le moment autour de 2 phases de jeu distinctes. Étape 1, foncez récupérer le trésor avant l'équipe adverse, tout en se défaisant des petits monstres pullulants dans le niveau. Étape 2, rapporter le trésor jusqu'à la sortie, sans se le faire chipper par l'ennemi ou trucider par ce dernier. Avec une petite subtilité, il faudra se faire aimer du trésor avant de pouvoir le sortir du niveau. En attendant que le coffre fall in love, il faudra bien sûr résister aux attaques pernicieuses de la team adverse, qui peut poser des pièges, lancer des sorts, des attaques physiques, et même user de diverses stratégies pour faire chavirer en leur faveur le cœur du trésor. Totalement cartoon, Dungeon Party s'annonce très fun et pourrait évoluer très vite pour proposer un contenu encore plus riche. Mais on reviendra bientôt sur ce jeu avec un reportage qui mettra en avant les choix réalisés en termes de game design, les influences et les intentions de ses créateurs. Il y a tout juste un an, Konami avait surpris tout son monde en proposant une version Wii parfaitement jouable de son hit footballistique Pro Evolution Soccer. Wiimote et Nunchuk étaient utilisés de façon étonnante. À la manière d'un jeu de stratégie, le joueur devait diriger l'ensemble de son équipe à partir d'une vue plus éloignée qu'à l'accoutumée. La Wiimote permettait de donner des ordres à chaque joueur en le pointant avec le viseur, alors que le Nunchuk servait par exemple à tirer ou à effectuer des gestes techniques. Un système intuitif qui fonctionnait particulièrement bien, mais qui demandait également un entraînement intensif pour être totalement maîtrisé. En 2009, Konami a décidé de ne pas changer la recette gagnante de la première version Wii. PES 2009 se présente donc comme une sorte de grosse mise à jour. Visuellement, le titre n'a pas bougé d'un pouce par rapport à l'an dernier, et on retrouve donc des graphismes datés, puisqu'ils ont maintenant 3 ans d'âge. Côté gameplay, la principale nouveauté réside dans le fait que l'on peut dorénavant jouer avec le classique contrôleur et non exclusivement avec le duo Wiimote-Nunchuk. Petite précision importante, l'absence des gâchettes en arrière-plan risque toutefois de déstabiliser plus d'un joueur habitué à la manette PS2. Mais on sait aussi depuis peu que la nouvelle manette annoncée par Nintendo pour le printemps, plus proche de celle de Sony, sera compatible avec ce PES. Ce dernier a d'ailleurs très peu évolué depuis l'année dernière. On retrouve donc ce que l'on connaissait déjà, que ce soit en attaque ou en défense. Seuls quelques petits ajouts intéressants viennent étoffer le gameplay de base. Par exemple, en plus du tir avec le Nunchuk, on peut dorénavant frapper en utilisant la Wiimote. Il suffit de pointer l'endroit du but où l'on veut mettre la balle. Une opération simple qui permet enfin de viser un endroit précis des cages adverses, mais qui nécessite tout de même un temps d'adaptation pour pouvoir être exécutée en match. En ce qui concerne l'aspect défensif, c'est au niveau de la réactivité que les joueurs sont meilleurs. Ils attaquent mieux le ballon et répondent parfaitement aux ordres du joueur. Parmi les nouveautés d'ordre plus technique, le pressing est maintenant plus efficace. Grâce au stick du Nunchuk, on peut en effet déterminer exactement la position du joueur qui attaquera le porteur du ballon. Bref, les petits défauts défensifs que l'on avait soulignés l'an dernier ont aujourd'hui presque tous disparu. Pour le contenu, on retrouve la licence Ligue des Champions apparue cette année avec les versions Next-Gen. Mais surtout, on note l'apparition de la Ligue des Masters, le mode mythique de PES. Le principe reste le même que d'habitude. On fait progresser une équipe dans la hiérarchie mondiale en lui faisant gagner championnat et coupe, puis en recrutant les meilleurs joueurs de la planète. De son côté, la route des champions est toujours jouable et a gagné en consistance puisqu'il est désormais possible d'aller mettre son nez du côté de la gestion des infrastructures de son club. On pourra par exemple développer son centre d'entraînement avec l'argent que l'on gagne lors des compétitions. Un petit plus toujours appréciable qui permet d'augmenter encore un peu plus les possibilités offertes par ce mode sympathique. Enfin, dernière grosse nouveauté, 2 joueurs ayant opté l'un pour la manette classique et l'autre pour la Wiimote et le Nunchuk peuvent jouer ensemble. C'est certes un peu confus, mais globalement cela fonctionne plutôt bien. Le premier se chargera plutôt de l'aspect tactique d'ensemble, alors que le second tentera lui des actions plus individuelles, afin de faire plier la défense adverse.
Sachez qu'il est par ailleurs possible de jouer jusqu'à 8 online. Cette version 2009 contient donc quelques améliorations de choix, même si le gameplay si original instauré l'an dernier n'a pas fondamentalement changé. Cette année, l'objectif semble donc assez clair. Ce PES veut réunir sous son fanion les anciens joueurs PS2, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une PS3, avec les amateurs de la version Wii. Un pari que le jeu remporte haut la main, du moins sur le papier. Pour la confiance, même s'il y a toujours des choses à améliorer. De bien belles news de saison, et oui, comme je le disais, et je le répète, c'est le printemps, alors même moi je me sens un petit peu flouf-flouf, j'ai le cheveu qui vole, j'ai les poils qui poussent sur les pommettes, alors je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce dû à la longueur des mini-jupes des jeunes filles dans le métro? Je ne pourrais vous le dire. Donc, comme c'est le printemps, on va regarder le reportage sur un RTS. Hein. C'est très printanier, c'est très frais. C'est la fin du monde. Les aliens, où ils viennent d'une autre dimension, on ne sait pas, ils débarquent. Ils pètent tout. Alors, on envoie des escouades et puis on va leur péter la gueule à notre tour parce qu'on va pas se laisser faire, c'est le printemps. Les jeux de stratégie ont toujours eu du mal à trouver leur place sur console. La société britannique The Creative Assembly est particulièrement bien placée pour le savoir. Elle a développé depuis début 2000 plusieurs RTS très prisés des joueurs PC, à l'image de la série des Total War. Aujourd'hui, elle s'attaque aux consoles next-gen avec Stormrise. Plutôt que d'opter pour la simplicité, ce qui reviendrait à faire des concessions au niveau de la profondeur du gameplay, les développeurs ont choisi une toute autre voie. Pas question d'altérer en quoi que ce soit les versions console. Stormrise sera doté du même gameplay sur Xbox 360 et PS3 que sur PC, et ce grâce notamment à une utilisation ingénieuse de la manette. With Stormrise, what we've done is tried to create a control system that works as well on console as it does on PC. The solution was Whip Select, and basically Whip Select is a really quick and very accurate way to move between the different units that you have on the playfield. On the controller, it works entirely with the right control stick. So if you want to move to some units that are, all the way on the other end of the map in that direction, you just hold your control stick out and it creates a light beam effect, and you just select the unit that you want to go to, you let go and it immediately goes there. Also, if you want to quickly move around the map in a local area, you can just flick it, and when you flick it, it goes in that direction to the closest unit that's near you. So when you combine the two of them, sort of whipping and sort of holding it out and doing a precise movement, you actually can move around the map faster than you ever could before. Rendre Stormrise parfaitement jouable à la manette était indispensable pour pouvoir espérer accrocher le public de spécialistes visés. Mais en même temps, ce facteur n'est bien évidemment pas suffisant en soi pour permettre au jeu de s'affirmer parmi les autres titres du marché. The Creative Assembly a donc décidé d'introduire de nouveaux éléments de gameplay. Le plus important d'entre eux tient incontestablement à l'utilisation de la verticalité. A really new feature, the Whip Select is fantastic because it means that it works on console as well as it does on PC, but the really important thing about this game is verticality. So verticality means it's a real 3D gameplay. Because of this sort of movement technique that we have with Whip Select, it's a 3D sort of realm, and so we can create 3D environments. And also, we have much more in our RTS game than just a flat map. Traditionally, RTS is just a flat map and you move things around it, but we can have tunnels underneath it, we can have rooftops that you look down from, we have aircraft that actually fly in different height spectrums as well as just moving across on a 2D platform. So there's a lot more in terms of strategy that you can have in our gameplay. We have levels that are entirely indoor buildings, entirely underground, and they're longer than they are wide. So there's a lot of different sort of things that you can do in terms of the gameplay. Traditionally with strategy games, the strategy comes entirely from unit design and their special abilities or their tech trees. So we have all of that. We have some units that are all well balanced and we have special abilities and sort of interesting things.
But on top of that, we've added all that strategy, that environmental strategy creates. So if you think about it like a first-person shooter game, you are 3D spatially aware, so you know that I might be in this room, but there might be someone underneath me, but I can't see them, and so you have to use different strategy. So bringing that strategy and putting it into an RTS game is what we've done. So it's probably, in a way, the most strategic sort of real-time strategy game there is, because you have to worry about more than just your units and their placement, but about where they are in their environment as well. Proposer un gameplay à la fois profond et complexe, c'est un choix qui demande aux joueurs de l'investissement et du temps. Mais pour l'aider dans son apprentissage, les développeurs ont fourni un gros travail afin qu'il ait en sa possession toutes les clés nécessaires à la bonne compréhension du gameplay. Cible gauche calibrée. Joli travail. À présent, passe à l'autre côté. We've created a very rich tutorial. Well, not so much just the tutorial, there is a tutorial, but the learning experience goes throughout the whole level. So there's 12 levels in the campaign mode, and effectively it's a really long tutorial. So we start off with flat maps, we start introducing a little bit of bridges and a little bit of this, that, and then also with the units, you start off with very simple units with simple movements, and then you learn about indirect commands, about, calling troops, different sort of activities. So the idea is by the end of your campaign, you're a master of all of it and you have a very good idea, so you can go online, play skirmish, or you can play, AI or whatever you like with your favorite maps. Parmi les points déterminant le succès d'un RTS se trouve en premier lieu l'aspect multijoueur. Avec Stormrise, The Creative Assembly a tenté de simplifier au maximum les démarches nécessaires pour rejoindre ou créer une partie. L'accessibilité a été le mot d'ordre, ce qui a notamment entraîné des choix essentiels au niveau du gameplay, qui n'inclut pas par exemple la construction de bâtiments. Unité perdue. One important thing that we've done for multiplayer is we've created the game in a way that we can very fairly and very evenly create drop-in and drop-out points. So you can join any time with this game and you can leave at any time without affecting the rest of the players in a multiplayer match. We think that's very important because traditionally RTS games require a very long time commitment, and you have to have enough time to sort of play the whole game. And that might be a few hours, and with our game we have up to 8 people playing, so if you have 8 armies across multiple levels, that could be quite an epic game. But with the way we've constructed our game with one resource, so we can calculate scientifically drop-in, drop-out points, well, our building constructions are locked onto particular sort of locations, they're not random, and also the tech tree in our game is linked to individual units and not so much to a research branch or to a building. And so that way we can actually calculate fair drop-in points, so sort of mathematical drop-in points for anyone who joins a game that's existing, that isn't unfair on them as a new player, but also isn't sort of unfair for other players who have left. And also when they leave, it's very simple because all their resources get evenly split to their team members. They leave with the tech that they had for their units, and that's fine. And then and all the buildings can be sort of mathematically spread out. So it's a very fair system, and it means that you can have very quick games. If you only have 30 minutes for lunch and you want to quickly join a game, you can do that. But you can also have very big games that don't end if someone decides to leave. Stormrise semble être à ce jour un cas assez unique dans l'univers des RTS. Rarement on aura eu affaire à un gameplay aussi dense sur console. Un choix qui s'avère au final plutôt payant. Mais ça, on le verra d'ici peu dans une critique complète d'un 101%. Ils le tiennent. Partons à leur poursuite. Non. Nous avons l'ordre d'attendre. Bientôt, il va avoir besoin de nous. Quel magnifique reportage, plein de fraîcheur, qui donne envie de se coucher dans l'herbe des parcs, de ramasser des petites pâquerettes, d'en faire des bouquets pour les offrir aux jeunes filles avec leurs petites jupettes. C'est quand même récurrent, hein, le coup des petites jupettes. Mais c'est ça l'effet du printemps. La sève remonte dans nos membres engourdis, rabougris. Et en parlant de membres rabougris et engourdis, tout de suite, c'est le temps perdu de Nicolas Robin. Il va pas être content, hein. Bonjour, encore un nouveau jeu de loterie dans notre beau pays. Mais pour gagner, il va falloir payer pour jouer, alors que faire durant vos heures supplémentaires. Bienvenue dans Temps perdu. Perso, j'ai toujours été une buse en géographie. Que voulez-vous, à l'époque, ça ne m'intéressait pas, mais alors pas du tout. Globetrotter XL a donc été pour moi une source de
de grand désespoir. Le but est ici de trouver sur la carte où sont situées les villes qui vous sont proposées. Le tout bien sûr en un minimum de temps. Alors, à vous de choisir. Prenez ce jeu comme l'occasion d'améliorer votre culture générale ou, comme moi, acceptez le fait que, décidément, vous êtes un gros nul. Dans Gloufo 2, vous dirigez un petit vaisseau qui doit détruire des grosses bulles. Pour pouvoir détruire ces grosses bulles, il faudra ramasser des petites bulles et les jeter sur les grosses précédemment citées. Du coup, les grosses bulles, elles éclatent en plusieurs petites bulles. Alors forcément, cela vous fait plus de bulles pour éclater les grosses bulles. Après, vous pouvez aussi compter sur des armes anti-bulles. Et tout ça, ça fait un paquet de bulles. Vous pensiez que Pong, c'est has-been, super vieux, pas maniable et surtout tout moche. Eh bien, Pong va vous faire changer d'avis. Ce remake techno-flashy reprend le principe de l'original en y apportant sa petite touche personnelle. Sur un fond sonore massacrant allègrement Jean-Michel Jarre, vous devez renvoyer des balles sur votre adversaire en faisant tout ce qui est possible pour qu'il ne les rattrape pas. Nouvelle version oblige, vous pouvez ramasser différentes options qui vous aideront dans votre tâche. Fun, mais un peu court. Dodge, comme son nom l'indique, vous invite à éviter des trucs. Et ici, les trucs, ce sont les missiles ennemis. En effet, votre petit vaisseau ne possède aucune arme. Il faudra donc, pour vous débarrasser de vos adversaires, zigzaguer un maximum en tentant de renvoyer sur la tronche des méchants toutes les cochonneries qu'ils vous balancent. Bien speed, fun et très agréable à jouer, vous devez essayer Dodge. Toujours dans la série Évitons des machins, Sail Warfare n'est pas mal non plus. Sauf qu'en plus, ici, vous pouvez tirer dans le tas. Vous dirigez donc votre cellule avec votre clavier et arrosez les globules en visant et tirant avec la souris. 3 niveaux de difficulté, un mode survival, des trouzaines de bidules à débloquer, du tout bon. Enfin, Shopping Cart Hero fait partie de ces petits jeux sympas mais à propos desquels il est difficile d'avoir quelque chose à dire. En effet, si vous avez été un minimum attentif depuis quelques secondes, vous aurez compris qu'il s'agit ici de sauter le plus loin possible avec un maximum de style dans un caddie. C'est rigolo, cela vous occupera un bon quart d'heure, mais en ce qui me concerne, sachez que cette petite production m'a surtout rappelé un grand moment de rigolade audiovisuelle. J'en profite d'ailleurs pour te remercier. Oui, toi, ce grand monsieur au grand cœur, sans qui je n'en serais sûrement pas là aujourd'hui. Ok, je sais c'est super private joke, mais je fais ce que je veux, et puis ainsi j'ai pu gagner un peu de temps. Ce qui, reconnaissez-le, tombe bien car pour gagner plus, jouer plus. Ah, un temps perdu, plein de printemps, hein, ça sent bon, on dirait de l'assouplissant tellement ça sent bon. On sent les petites fleurs, les jupettes, c'est merveilleux, c'est merveilleux. D'ailleurs, ça marche sur tout le monde, hein. Je croisais le docteur Lacave tout à l'heure, il commençait à chantonner. Le soleil brille, les petits oiseaux, et puis Toto qui passe. Ah, il est bizarre parfois, hein. En parlant de gars bizarres, maintenant, on va regarder quoi? On va regarder Rétro et Magique, ce sera sur Batman et Head Over Heels. Alors, Head Over Heels, il y avait Monsieur Tête, Monsieur Cheville, je crois, je sais plus trop, hein. Non, Cheville, c'est Uncle, je crois. Enfin, et puis il fallait rassembler les différentes parties. Julien Pirou, il s'y connaît mieux que moi, il va vous dire ça. Lorsque le jeune programmeur anglais John Ritman découvre Nightlore en 1984 sur Spectrum, c'est le choc. Nightlore était le premier jeu à proposer un environnement en 3D isométrique. Cette révolution dans la représentation graphique, encore utilisée de nos jours, permettait aux joueurs d'évoluer dans un univers en 3D où la perspective est abolie, et ce, en utilisant uniquement des graphismes 2D. Ce fut le déclic pour John Ritman qui se mit au travail et sortit 1 an plus tard son propre jeu en 3D ISO, Batman. Plus qu'une adaptation du comics, Batman s'inspire de la série télé des années 60. On peut d'ailleurs entendre le thème principal de la série en début d'aventure. Le joueur contrôle Batman et doit, pour sauver Robin, récupérer les 7 parties de sa Batmobile. La première partie du jeu est une sorte de tutoriel où le joueur regagne 1 à 1 les différents gadgets de Batman et apprend à s'en servir. La suite du jeu alterne entre les énigmes à résoudre, très souvent en déplaçant habilement certains éléments du décor, et les passages de plateforme. Pour les graphismes, John a fait appel à son ami Bernie Drummond.
Malgré son inexpérience totale dans le domaine du jeu, il réalisa un univers graphique parfaitement réussi. Très détaillé et plein de caractère, les personnages et les décors de Batman font presque oublier les contraintes techniques comme le nombre très limité de couleurs disponibles. Mais John Ritman avait aussi une conscience aiguisée du gameplay, ce qui en 1985 était loin d'être courant chez les créateurs de jeux européens. Ainsi, il a consacré plusieurs semaines à la fin du développement à l'équilibrage de l'aventure, changeant la configuration des pièces ou réorganisant la disposition des items. C'est sa petite amie de l'époque qui lui servait de bêta-testeuse. John lui demandait de jouer et observer à quel endroit elle bloquait. Un perfectionnisme et une finition tout à fait exceptionnels à l'époque. Enfin, Batman est aussi connu pour son affichage en overscan, ce qui signifie que les graphismes du jeu s'étendaient jusque dans ce qu'on appelait le border, c'est-à-dire une zone où il n'est normalement pas possible d'afficher des graphismes. Cette petite prouesse technique a été réalisée en reprogrammant le processeur vidéo du CPC en langage machine pour le forcer à travailler sur 2 banques mémoire simultanément. Si vous n'avez pas suivi, retenez simplement que ce sont des techniques de programmation avancées et inaccessibles à la majorité des utilisateurs. Cela peut sembler anecdotique pour un joueur aujourd'hui qui découvre le jeu sur émulateur, mais à l'époque, cela faisait forte impression. Le plus fort, c'est que ce n'était pas seulement tape à l'œil, mais utilisé de manière très subtile pour créer un contraste entre les pièces confinées et les salles gigantesques. Difficile d'imaginer aujourd'hui la sensation d'excitation que cela pouvait procurer sur les joueurs de 1985. Et surtout le sentiment de frustration que l'on peut ressentir dans un monde où Internet n'existe pas, un monde sans aucun forum où aller pour partager la magie de la découverte avec les autres joueurs. Et oui, il fallait se contenter de son entourage, des personnes pas toujours sensibles à la beauté d'un overscan. Mais ça déborde! Papa, regarde! Le jeu, il dessine dans les borders! Mais c'est pas possible! C'est bien, fiston. Tu as fait tes devoirs? Mais c'est pas possible, normalement! À sa sortie, Batman rencontre immédiatement le succès et le jeu se vendra très bien. John Ritman s'attaque alors tout de suite à un autre jeu basé sur le même moteur graphique. Ce jeu, ce sera Head Over Heels qui sortira en 1987. Littéralement la tête sur les talons. Head Over Heels est une expression anglaise que l'on pourrait traduire par fou amoureux. La publicité de l'époque annonçait « Vous avez aimé Batman, vous adorerez Head Over Heels ». Ce n'est pas faux, avec ses 301 pièces, le jeu était 2 fois plus gros et encore plus immersif que Batman. Le joueur contrôle Head, la tête, et Heels, les pieds, 2 personnages séparés en début d'aventure qui vont devoir se retrouver et unir leurs forces pour libérer 4 planètes du joug de l'immonde dictateur Blacktooth. L'idée de génie de John Ritman est de donner aux joueurs la possibilité de passer à tout moment d'un personnage à l'autre. Ainsi, il est possible de faire progresser Head et Heels chacun de leur côté lorsqu'ils sont séparés, ou encore de les faire travailler en coopération pour résoudre certaines énigmes lorsqu'ils sont dans la même pièce. Encore plus fort, lorsque Head monte sur Heels, il ne forme plus qu'un et bénéficie à la fois de la vitesse de Heels et de la puissance de saut de Head. Enfin, c'est un des premiers jeux à proposer une aventure non linéaire. À chaque nouvelle partie, le joueur pouvait choisir par quelle planète il commencera l'aventure. 4 planètes à l'ambiance très différente: Penitentiary, Safari, Bookworld et Egyptos. Aujourd'hui, Head Over Heels est considéré comme un des meilleurs jeux jamais créés pour les ordinateurs 8 bits. Son succès sera si retentissant qu'il sera adapté quelques années plus tard dans une version quasi identique pour Amiga et Atari ST, ce qui était relativement rare à l'époque. Plus récemment, des fans du jeu ont entrepris d'en faire un remake pour Windows, Mac et Linux. Cette adaptation non officielle, entièrement retravaillée graphiquement, est très respectueuse du travail de John Ritman et Bernie Drummond. C'est un moyen assez simple et agréable de redécouvrir ce grand classique de la 3D isométrique. Après ce rétro magique plein de nostalgie, c'est déjà la fin de ce 100% tellement printanier. Alors n'oubliez pas quand même, ça reste la crise et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les jupes des filles sont aussi courtes. Elles n'ont plus les moyens de se payer des jupes longues. Alors bon printemps de crise à tous et puis des bisous et soyons solidaires. À bientôt, demain des vies ou après-demain, puis des bisous, plein de bisous. Ça coûte pas cher, mais ça vient du cœur. Shivering
soul.